Bienvenue pour la suite de cette série de vidéos consacrée à la commande DAX. Aujourd'hui, étude de la boucle de position. Au menu, différentes stratégies pour réaliser des programmes de positionnement, avec des essais bien sûr. Rappel du matériel utilisé, comme dans la première vidéo, une CPU 1212 classique, un drive V90 Profinet et un servomoteur équipé avec un codeur de 2500 points par tour. L'objectif aujourd'hui, c'est de programmer dans la CPU de quoi faire un positionnement. L'utilisateur donne donc une consigne de position. La CPU va déterminer la vitesse appropriée et l'envoyer au variateur. Celui-ci va générer l'énergie nécessaire pour atteindre cette vitesse. Le codeur envoie des impulsions au fur et à mesure de la rotation. Ces pulses vont être comptées dans le variateur qui va renvoyer une valeur de position à la CPU. C'est donc le programme de la CPU qui réalise le positionnement. Le variateur est en mode régulation de vitesse, comme dans ma vidéo précédente. Petite remarque, les échanges entre la CPU et le variateur se font par Profinet. Tout passe par le câble réseau. C'est très rapide, mais pas instantané, surtout en mode temps réel RT, moins rapide que le IRT, l'isochrone, qui est possible seulement à partir des CPU 1500. On va le voir, ce temps de transfert peut dégrader les performances de la boucle de position. Au niveau du programme, différentes façons de faire. Je vais détailler quelques stratégies générales. Pour commencer, premier point, et c'est nouveau par rapport à ma première vidéo, il faut informer la CPU de la position qu'elle doit observer en temps réel. Avec la doc du variateur, on voit que cette valeur est accessible par Profinet. Dans le mot G1XIST1, mot en émission bien sûr, c'est le variateur qui fournit la valeur. Je rappelle que ces mots sont placés dans des télégrammes. Alors, quel télégramme choisir? Toujours sur la doc du variateur, plusieurs possibilités. On élimine les 5 et 105, car impossible avec CPU 1200. Reste plus que le 3 ou le 102. Et je prends par exemple le type 3. Allez, démo avec TIA. Alors, vue appareil réseau, on voit mon automate 1212, mon variateur, une liaison Profinet entre les deux. Pour l'instant, aucune adresse de définie ni en entrée ni en sortie, normal parce qu'il n'y a aucun télégramme. Je vais définir ça, sous-module, et je vais prendre télégramme de type 3, double-clic. Il apparaît et quand je reviens au niveau de ma liaison, on voit les adresses qui ont été créées avec le nombre de PZD, donc 5 et 9, ce qui correspond au nombre de mots échangés en émission ou réception. Attention, ne pas oublier de recharger la configuration du matériel dans la CPU après un changement de télégramme. Idem dans le variateur, il faut vérifier le paramètre P922. Il faut qu'il soit sur télégramme de type 3, comme pour la CPU, sinon ça ne marchera pas. Ici, utilisation de V-assistant, mais on peut faire aussi avec les touches en face avant du variateur. Allez, petit dessin maintenant pour montrer la correspondance des adresses. QW, les mots de sortie de l'automate à partir de 64. En premier, donc, QW64, le mot de commande, notamment pour le marche-arrêt. Ensuite, QW66, le début de la consigne de vitesse. Attention, ici sur 32 bits, donc double mot, adresse QD66. Dans l'autre sens, IW, les mots en entrée, à partir de l'adresse 68. Avec IW68, le mot qui indique l'état du variateur, par exemple prêt, débloqué, en défaut, etc. Et à partir de 78, deux mots pour la position du codeur, que l'on peut regrouper dans un double, donc ID78. Et intéressant également, la mesure de la vitesse réelle de rotation en ID
70. Allez, retour dans TIA. Les variables, eh bien, les voici. Alors, je les ai déclarées dans variable API. J'ai mis une table de visualisation. Je me suis mis en ligne pour voir, d'une part, l'état du variateur, donc sur 16 bits, le mot de commande du variateur, la consigne de vitesse, qui maintenant est sur 32 bits. C'est différent par rapport à la première vidéo. La vitesse réelle, c'est donc ce que l'on va récupérer sur le PZ2 et 3. Ensuite, je vais faire tourner le moteur avec mon potentiomètre sur l'entrée analogique. Donc, on va avoir sa valeur ici. Ensuite, je vais faire une conversion pour donner une consigne en tours par minute. Et je vais regarder quelle est la vraie vitesse du moteur en tours par minute. Position du codeur, donc qui est récupéré sur 32 bits et que je vais afficher en décimale. Alors, il a déjà tourné, donc c'est pour ça qu'il y a une valeur à ce niveau-là. Pour faire tourner le moteur, donc un programme, je vous montre. Tout simplement les mises à l'échelle. Particularité au niveau des mises à l'échelle, c'est qu'on travaille sur 32 bits, donc ça veut dire que le maxi, il est sur 4000 en hexa, et ce qui explique donc ces conversions. Voilà, la mise à l'échelle dans un sens, dans l'autre. La récupération du potentiomètre est là aussi mise à l'échelle pour transformer ça en tours par minute. Un petit programme pour initialiser le mot de commande. Le bouton 1 pour le marche. Je vais mettre les petites lunettes d'ailleurs. Et le bouton 7 si jamais il y a un défaut pour la quitter. Donc c'est parti. Je vais faire un premier test. Initialisation. Ensuite, rotation. Avec mon potentiomètre, je peux faire marche avant. Donc on voit la rotation. On remarquera, je vais l'arrêter, la position du codeur, la valeur du codeur. Et si je fais un tour à peu près, on voit que la valeur a changé de 10 000. J'en parlerai tout à l'heure. Et bien sûr, si j'accélère, ça tourne plus vite, forcément. Donc le codeur compte plus vite. Et je peux faire marche arrière. Donc dans l'autre sens, vitesse négative. Et donc décrémentation de la position du codeur. Allez, petit rappel sur les codeurs pour comprendre un petit peu cette logique de 10 000 par tour. Codeur incrémental dans notre cas, donc principe de fonctionnement du disque troué. Un émetteur de lumière d'un côté et un récepteur de l'autre. Le codeur envoie des impulsions au fur et à mesure de la rotation. Ces pulses sont comptées, dans notre cas dans le variateur. Attention, en cas de coupure d'alimentation, on perd la valeur et donc la position d'où on était parti. C'est pour ça qu'il est nécessaire de définir à chaque départ une position de référence. La valeur comptée correspond donc au nombre de points parcourus depuis la prise de référence. Remarque, si on n'a qu'un seul détecteur sur le disque, on ne peut pas savoir le sens de rotation. Donc généralement, on en trouve deux, notés A et B, décalés l'un de l'autre vis-à-vis de la réception de la lumière. Donc dans un sens, c'est par exemple B qui est en retard, décalage d'un quart de période. Dans l'autre sens, c'est B qui est en avance, toujours décalage d'un quart de période. Et donc, on peut savoir dans quel sens ça tourne. Et deuxième remarque, si l'on compte les fronts montants et descendants des deux signaux, sur une période, on compte 4 pour un point du disque. Résolution quadruplée, donc pour nous 10 000 comptés pour un compteur de 2500 points par tour. Allez, revenons au sujet principal, c'est-à-dire comment positionner l'axe. Première idée, une commande tout ou rien. C'est simple, on avance jusqu'à la position à atteindre. Quand on y est, on s'arrête. Représenté sous forme de graphe, ça donne une vitesse constante
tant que la position n'est pas atteinte, puis vitesse nulle après. À bien y réfléchir, on peut se douter que cette stratégie risque de foirer. Pourquoi? Tout simplement parce que si on s'arrête au dernier moment, avec l'élan, on va dépasser la position à atteindre. Et ça, d'autant plus qu'il y a de l'inertie, c'est-à-dire des masses lourdes à positionner. Pour améliorer, on pourrait donc imaginer que si l'on dépasse la position, on applique une vitesse négative. Et on s'arrête toujours quand on est arrivé au bon endroit. Et donc, on devrait se rattraper même si on a dépassé. Allez, test avec TIA. Alors, j'ai rajouté une variable consigne position qui va me permettre de définir là où je veux aller. Par défaut, c'était 0. Là, je vais demander 10 000, c'est-à-dire de faire un tour par rapport à la position actuelle du codeur qui vaut 7. Et je vais y aller à une vitesse prédéterminée, par exemple fixée à 100 tours par minute. Pour ça, j'utilise la fonction commande tout ou rien qui a été appelée depuis le main. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si la position est inférieure à la consigne, on va à vitesse constante max. Si on est arrivé à destination, c'est 0. Sinon, on fait marche arrière. Allez, je fais le test. Donc, pour l'instant, on est à 0. Forcé 10 000. Donc, on voit qu'il a fait un tour et il s'est repositionné, sauf qu'au lieu de s'immobiliser pile poil là où il doit aller, il a dépassé, il revient, il a dépassé, il revient. Et on a un début d'instabilité. Donc, on peut se dire, c'est parce qu'on est arrivé trop vite sur la position et on l'a dépassé. Je vais réduire la vitesse, même 10 tours par minute. Voilà, je vais redemander à ce qu'il retourne à 0. Donc, il fait un tour et il va arriver à destination. Et là, pareil, on voit une très légère oscillation. Donc, l'oscillation est plus faible, mais il n'arrive pas à se stabiliser pile sur la position à atteindre. Et c'est d'autant plus critique, bien sûr, que la vitesse est grande. Donc, si par exemple, je mettais 1000 tours par minute, eh bien là, on voit que l'on est complètement instable. On dépasse, on revient, on dépasse, on revient. Alors, pour mieux voir les choses, j'ai capturé une trace où l'on voit l'évolution de la position du codeur entre 0 et 10 000, donc un tour effectué pour une consigne de vitesse de 10 tours par minute. Et donc 10, 10, 10, consigne de 10, on voit que dans la réalité, la vraie vitesse du moteur, donc le retour renvoyé depuis le variateur, déjà quand on impose une vitesse constante de 10, elle n'est pas vraiment constante. Donc là, vraisemblablement, il s'agit d'une légère instabilité de la boucle interne de vitesse du variateur, donc en dehors de ce qui nous concerne, mais là, il faudrait peut-être optimiser cette boucle pour que ce soit un petit peu mieux. Mais le problème majeur reste quand même après, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à destination, eh bien, on voit que l'on fait marche arrière, vraisemblablement parce qu'on a dû dépasser les 10 000 là. Je vais faire un zoom dans cette région pour mieux voir les choses. Voilà, et on voit bien que l'on oscille autour des 10 000 sans jamais les atteindre, et c'est pour ça que l'on s'arrête jamais. Je rezoome encore plus. Vous voyez, on est à 10 000 et en gros 50 au-dessous, 50 au-dessus et sans jamais se stabiliser. Et donc à chaque fois que l'on donne un ordre, en plus il y a du retard entre le moment où on donne l'ordre et le moment où la vitesse se répercute. Et donc ça engendre encore plus d'instabilité. Si je change la vitesse, donc par exemple une consigne de 100 maintenant tours par minute, plus 100 ou moins 100, on voit donc qu'il y a toujours le même phénomène d'instabilité. Et si on zoome au niveau des valeurs de position, eh bien on voit maintenant que l'instabilité est plus grande et que l'on dépasse beaucoup plus. Et là où on était tout à l'heure à 50, maintenant on est à 300. Donc ça fait en gros, si on le ramène en pourcentage, 3% d'erreur contre 0,5 tout à l'heure.
Pour améliorer le fonctionnement du système, on peut introduire ce que l'on appelle une bande morte, c'est-à-dire une zone entourant la position à atteindre, un peu avant et un peu après. Sur le graphe, on voit que l'on va commander une avance tant que l'on est en dessous d'un certain seuil bas. Après ce seuil, on s'arrête. La marche arrière n'est commandée que si l'on a dépassé un autre seuil, le seuil haut, c'est-à-dire que l'on a vraiment dépassé de beaucoup la position à atteindre. Allez, petit test. Voici donc les modifications faites. J'ai déclaré deux seuils haut et bas où je calcule un écart de plus 1000, moins 1000. Donc si j'ai une position à atteindre de 10 000, ça fait 11 000 et 9 000. Sinon le reste, c'est qu'on change les seuils au niveau des détections, ici. On voit ici que j'ai demandé une position de 10 000, on a atteint que 9 000. Alors regardons voir sur le système ce que ça donne. La position d'origine, elle est là, je l'ai calée tout en haut maintenant. Donc ça veut dire que l'on n'est pas tout en haut. Si je redemande à venir à 0, on voit qu'il n'a pas atteint, donc il n'est pas revenu complètement à 0. Il est à 800. Donc erreur. Par contre, le système est stable maintenant. On voit que on a 0. Donc le moteur ne tourne pas, vitesse nulle, que ce soit pour une position ou une autre. Et on voit qu'il y a une erreur de part et d'autre. Alors maintenant, si j'accélère, c'est-à-dire si je demande une vitesse plus grande, je vais mettre par exemple 500. Donc on voit là aussi que le système est stable et que l'on a un positionnement bien sûr beaucoup plus rapide, mais qu'il reste toujours une petite erreur, puisqu'en fait ça correspond à la bande morte. Vous le voyez. Voici quelques traces pour analyser le comportement. Ici, vitesse lente, position obtenue 9314, en commençant à s'arrêter au seuil bas de 9000. Si on augmente la vitesse, on s'arrête plus tard, 10 336, au lieu toujours de 9000. Mais on reste encore dans la bande morte. Si on réduit cette bande morte, on risque de la dépasser. Ici, avec plus ou moins 600, on commence à être instable. Et si on réduit encore, là, ça devient carrément instable. En résumé, si on réduit la bande morte, on est plus précis, mais on risque l'instabilité. Et si on augmente la bande morte, c'est l'inverse. C'est le fameux dilemme précision-stabilité de la théorie des asservissements. Allez, regardons une autre stratégie pour voir si on peut faire mieux. Deuxième possibilité, une boucle de régulation proportionnelle pour réaliser un asservissement de position. Le principe de base, c'est de réaliser une commande en vitesse proportionnelle et non plus tout ou rien. Et la stratégie, c'est de ralentir au fur et à mesure que l'on s'approche de la position à atteindre. Donc si on est loin, on va vite, et plus l'écart diminue, plus la vitesse diminue proportionnellement à cet écart. Sur le graphe de commande, on voit cette diminution de vitesse en fonction de la distance restant à parcourir. Donc écart grand, vitesse grande, écart petit, petite vitesse, et si on dépasse, donc écart négatif, on commande la marche arrière, vitesse négative. Pour représenter le fonctionnement, on utilise généralement un schéma bloc. Dans notre cas, la CPU reçoit la consigne de position et détermine la vitesse à appliquer au moteur. Dans un premier temps, la CPU compare consigne et position réelle. On détermine donc l'écart de position, appelé erreur. Et la vitesse commandée sera proportionnelle à cette erreur. Coefficient de proportion, appelé ici Kp.
Pour réaliser ça, il suffit de programmer la relation vue auparavant. Une ligne pour la soustraction, une pour donner une valeur au coefficient et une pour faire la multiplication. Si on prend par exemple Kp égale à 0,1, ça donne cette relation. Et donc ce graphe. La pente de la droite est l'image de Kp. Si par exemple on cherche à atteindre une position de 10 000, donc pour faire un tour au moteur, la consigne de vitesse max sera de 1000 tours par minute. Puis il va se réduire au fur et à mesure du déplacement. Allez, des mots en vrai. Alors la position, je vais la commander à partir du bouton 2 de l'automate, une consigne de 10 000 points, donc un tour, avec une commande proportionnelle, programmée avec la relation que l'on vient de voir. L'erreur, c'est la consigne moins la position, et ensuite on multiplie cette erreur par un coefficient Kp pour avoir la consigne de vitesse. Le Kp pour l'instant, il vaut 0,1. Et c'est parti pour le test. Donc position 0, et je commande 10 000. On a vu, c'est très rapide, hein, vous avez vu, je le refais parce qu'on n'a même pas le temps de le voir. Je le refais encore. Hein, on est vraiment très nerveux en termes de déplacement. On remarquera que l'on atteint pile poil la position, 10 000. Vous voyez, l'erreur est nulle. Alors, si j'essaye de perturber le fonctionnement en venant essayer de déplacer, vous voyez que ça reprend toujours sa position d'origine. Et pourtant, là, je force vraiment, hein, c'est vraiment très réactif, très nerveux. Alors, ce qui fait la nervosité du système, c'est le gain de la boucle, donc le Kp, qui est à 0,1 pour l'instant. Je vais le réduire, par exemple 0,01, pour voir l'impact. Toujours pareil, je vais faire une commande pour faire un tour. Et donc là, vous voyez que le mouvement est beaucoup plus lent, très lent, et on arrive toujours à destination. Il reste un tout petit peu là, mais c'est juste le bruit. Précision toujours impeccable. Je le refais dans l'autre sens. Vous voyez, on arrive à 0 ou quasi 0. Je le refais. 10 000. Si j'essaye de perturber le système, maintenant c'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup moins réactif, vous voyez. Par contre, dans tous les cas, il va retrouver sa position. Maintenant, je vais modifier la consigne. Je vais faire ici 50 000, donc ça veut dire 5 tours. Et puis, je vais mettre 0,5 de gain, modifier. Et je vais commander la rotation. Donc, vous voyez, à chaque fois, on atteint la position. Toujours erreur nulle. Mais par contre, au niveau mécanique, accélération et freinage violent. Regardons maintenant quelques traces pour analyser le fonctionnement. Commençons par Kp faible, ici 0,01, système lent donc, environ 2 secondes pour faire un tour. Valeur finale de 10 000 exactement, donc erreur nulle. En vert au milieu, j'ai rajouté l'évolution de la consigne de vitesse. Maximum au départ, normal, on est loin de la position à atteindre. Maximum de vitesse égale à 10 000 points fois Kp de 0,01, donc 100 tours par minute. Ensuite, la vitesse se réduit au fur et à mesure que l'on avance, donc que la position augmente. En marron, la vitesse réelle,
très léger retard par rapport à la consigne et légère oscillation créée par le réglage peut-être pas top de la boucle de régulation de vitesse du variateur. Bon, faut dire que le moteur est ici à vide, sans inertie, donc pas idéal comme situation de fonctionnement. À ce propos, j'ai mis ici la doc du variateur. Dans notre cas, la boucle de position n'est pas réalisée par le variateur, mais la CPU. On voit la boucle de vitesse et donc l'emplacement du correcteur. C'est un proportionnel intégral qu'il faut régler, bien sûr, manuellement ou automatiquement, avec un autoréglage. Je vous montre comment faire. Nous voici dans V-Assistant et dans les paramètres, et plus particulièrement ceux qui concernent la régulation de vitesse. Donc voici le gain de la boucle de vitesse qui a cette valeur. Le temps d'intégration, donc c'est le correcteur intégral de la boucle de vitesse. Donc on peut les changer, voir leur effet, ou alors on peut faire une optimisation de l'entraînement, et directement activer l'optimisation. Et c'est parti. Alors, il faut juste prendre ses précautions au niveau mécanique, parce qu'il y a quelque chose d'accouplé, là, c'est plutôt violent, hein. Je vois tout ce qu'il a changé, et puis je vais décider d'accepter ces modifications. Il va l'enregistrer dans la ROM pour que ce soit définitif. Et voilà, comme ça on a optimisé la boucle de vitesse. Allez, revenons au relevé de position. Ici, comportement du système pour Kp égale 0,1. Système beaucoup plus rapide. Si on compare avec le relevé précédent, il n'y a pas photo. Normal, la vitesse max est beaucoup plus grande, ici 1000 au lieu de 100. Normal, Kp a été multiplié par 10. Sur le graphe de commande, on le voit aussi, vitesse proportionnelle à l'écart de position et à Kp. Avec Kp petit, vitesse de départ petite. Avec Kp grand, vitesse de départ grande. Ici, Kp égale à 0,2, donc départ à 2000 tours par minute. Donc système sans surprise, encore plus rapide. Mais attention, car on commence à voir apparaître un dépassement, synonyme de début d'instabilité. Autre phénomène intéressant, c'est qu'en zoomant, on voit nettement des paliers sur la courbe. On aurait pu penser que c'était l'échantillonnage lié au cycle automate, mais en fait non. Si je mets en superposition les points correspondant au cycle automate, ça ne correspond pas. Ces temps sont beaucoup plus longs et pas synchronisés avec la tâche cyclique de la CPU. Alors à quoi ça correspond? Eh bien, petit rappel, voir ma vidéo sur Profinet si besoin, c'est le contrôleur I/O du réseau qui définit la cadence des cycles. Sur mon exemple, la CPU, avec un réglage à 1 milliseconde. Ensuite, sur chaque périphérique I/O, on règle le temps d'actualisation en multiple de cette cadence. Par défaut, choix ici de 2 millisecondes. Si jamais ce temps est réglé trop court par rapport à la durée de transmission réelle, on récupère l'info, donc les PZD, un cycle ou deux après. Mais bien sûr, il faut rester dans le délai de réponse max, ici réglé à 6 millisecondes. Donc dans notre cas de 2 à 6 millisecondes pour la transmission, c'est cohérent avec les relevés précédents. Remarque, le fonctionnement en isochrone, qui serait plus rapide, n'est pas possible ici car on a une CPU 1200. Vérification sur un relevé, en passant le paramétrage du temps d'actualisation à 16 millisecondes. Et attention, car ce relevé montre un fonctionnement beaucoup moins stable qu'auparavant. Pourtant, il a été réalisé avec la même valeur de Kp. Rappel, avec 2 millisecondes d'actualisation, ça donnait ça.
Confirmation donc qu'un retard dans une boucle de régulation engendre une diminution de la stabilité d'un système, voire théorie des systèmes asservis. Autre point important, c'est la vitesse de départ. Est-elle sans limite? On l'a vu, cette vitesse est liée à l'erreur max de position et à la valeur de Kp. Si 10 000 est 0,1, ça fait 1000 tours par minute. Si on a une position à atteindre de 20 000, toujours avec Kp 0,1, ça fait 2000. Et donc, ça pourrait aller très haut. Et bien sûr, la vitesse doit rester dans les limites admissibles, et donc la consigne doit être limitée. On distingue alors deux modes de fonctionnement. Le premier pour lequel la vitesse est constante, quelle que soit la position. Constante et maximum, fonctionnement identique à la commande tout ou rien. Le second mode, où la vitesse est commandée proportionnellement à l'erreur de position. Le passage d'un mode à l'autre est automatique. Il suffit juste de programmer des limitations après le calcul de la consigne de vitesse. Exemple de relevé avec une consigne de 50 000, donc 5 tours, et un Kp de 0,1. Donc sans limitation, on calculerait une consigne de 5000 tours par minute. Et donc maintenant, c'est limité, par exemple, à Vmax égale 2000. Ainsi, quand on est loin de la position à atteindre, fonctionnement à vitesse constante. Puis sur la fin, réduction de la vitesse, on est dans la bande proportionnelle jusqu'à la fin. En conclusion, l'asservissement de position annule l'erreur dans tous les cas. Normal, on a dans la boucle une intégration naturelle entre grandeur, vitesse et position, donc pas besoin de rajouter un correcteur intégral. Une correction proportionnelle suffit. Et comme tous les asservissements, la valeur de son gain proportionnel ne doit pas être trop faible, sinon le système est trop lent, et valeur pas trop importante, sinon c'est instable. Instabilité qui peut aussi intervenir si le temps de cycle Profinet est mal réglé. Et dernier point, avec ce type de commande, le profil de vitesse n'est pas terrible. En effet, au démarrage, accélération violente. Bien sûr, problème qui peut être gommé par le paramétrage de rampe dans le variateur, mais dans ce cas, difficile de les modifier en cours de fonctionnement. Et second point, au ralentissement, difficile de savoir exactement quand on est arrivé. C'est clair que si on ralentit au fur et à mesure que l'on avance, jamais on arrive. Mathématiquement d'ailleurs, la vitesse vaut 0 en calculant la limite à l'infini. Essayons de voir donc une autre stratégie dans laquelle on va contrôler le profil de vitesse. L'évolution de la vitesse sera de cette forme, en rampe. Pendant la phase 1, la vitesse augmente linéairement jusqu'à atteindre la vitesse nominale de déplacement. Il reste ensuite constante à cette valeur pour toute la phase 2. Proche de l'arrivée, phase 3 de décélération en rampe linéaire. Et enfin 4, l'approche terminale à petite vitesse avec asservissement pour être sûr d'arriver pile sur l'objectif. Attention, la phase 3 de décélération doit commencer au bon moment, c'est-à-dire lorsque l'on a atteint une position proche de l'objectif, pas trop loin mais pas trop près, pour que l'on ait le temps de ralentir sans dépasser. Le calcul de cette position est possible mathématiquement. Bien sûr, suivant la vitesse, le début du freinage n'est pas au même endroit. Allez, petit calcul pour connaître cette distance. Je commence par représenter l'évolution de la vitesse au cours du temps en prenant comme origine le moment où la décroissance linéaire commence à se produire. Donc à t égale 0, on a une vitesse initiale v0 et ensuite décroissance jusqu'à un temps tf où cette vitesse s'annule. Au niveau de la position, quand la vitesse est constante, évolution linéaire croissante de la position, et ensuite une phase où elle continue de croître, mais un petit peu différemment, jusqu'à atteindre
la position à atteindre que j'ai notée PA. Un rappel des relations entre vitesse et position, ce qui nous permet de trouver par intégration l'expression mathématique de notre position au cours du temps. Et ça va nous permettre d'identifier quel est le P0, c'est-à-dire quelle était la position juste au moment où la décroissance de la vitesse a commencé. J'exprime ça par rapport à TF, puisqu'on connaît TF. TF qui est issu de la première équation avec la pente. Et donc, quand on réinjecte dans l'équation de position, on va retrouver une relation entre la position à atteindre PA et la position P0 que l'on ne connaît pas. Et c'est justement grâce à cette formule que l'on va pouvoir identifier cette valeur de P0. Voici donc la traduction de tout ce que l'on vient de voir, avec une partie calcul et les formules dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, le graphe 7 avec les différents états pour faire succéder les différentes phases de l'arrêt, l'accélération, le palier à vitesse constante, la rampe de décélération, l'approche terminale et l'arrêt. C'est parti, allez, on fait un petit test. Alors, une table de visualisation pour voir les grandeurs principales, notamment la consigne que je vais placer à 10 000, la vitesse max par défaut à 500, un temps de rampe de 1 seconde, le calcul des valeurs intermédiaires, le V0, le P0, l'accélération A, vont se calculer à ce niveau. Je montre le système. Alors, pour bien voir les choses, rien de tel qu'une trace où je vais vous montrer l'état 0, 2, 3, 4, 5 du système, c'est-à-dire les phases de fonctionnement, la position du codeur qui va aller donc de 0 jusqu'à 100 000, j'ai dit 10 000 tout à l'heure, c'était une erreur, on va faire 10 tours, et l'évolution de la consigne de vitesse au-dessous. C'est parti. On voit bien une première phase de fonctionnement avec une croissance linéaire de la vitesse. Du coup, la position augmente en arrondi. Là, on est sur la phase 1 de fonctionnement. Phase 2, c'est le palier à vitesse constante, croissance linéaire de la position. Décroissance ensuite linéaire de la vitesse. Et donc, on se rapproche progressivement. Et enfin, dernière phase qui commence, je l'avais réglé à 50 tours par minute lorsque l'on est très proche de la destination. En l'occurrence, là, c'était 99 000. Et donc, il y a un tout petit temps pour finir l'approche, pour atteindre la valeur finale de 100 000 et une petite erreur qui est restée. Ensuite, je peux changer les temps de rampe, c'est-à-dire je peux réduire. Je vais mettre par exemple 0,2 secondes. Tout à l'heure, c'était 1 seconde. On le voyait au niveau de la consigne. Là, vous voyez bien que ça fait 1 seconde pour atteindre les 500 tours par minute du palier. Maintenant, je vais mettre 0,2. Je valide. Je refais un essai. Eh bien, on voit tout naturellement que la durée des rampes a changé. 0,2 secondes, c'est bien ce qui a été paramétré. Le palier est plus lent et on voit cette croissance linéaire. Ensuite, la décroissance et une phase d'approche là qui fait appel d'ailleurs à une petite marche arrière parce qu'on a légèrement dépassé lorsqu'on était à proximité. Vous voyez, donc du coup, il a fallu faire une petite marche arrière pour corriger. Je peux changer encore. Allez, on va mettre par exemple 1000 tours par minute sur le palier. 1000. Je valide. Je relance une acquisition. Et donc là, on voit maintenant une valeur 1000 de vitesse. Donc du coup, les 10 tours ont été faits beaucoup plus rapidement, hein. Il a fallu en gros 1 seconde pour faire ces 10 tours.
On voit un dépassement ici et une phase un peu longuette là sur la fin. On pourrait optimiser tout ça. Alors vous allez me dire, mais comment optimiser ça? Ben, soit en modifiant le programme, en essayant de trouver une nouvelle stratégie, soit, eh bien, je vais vous montrer, en utilisant eh bien, des blocs tout prêts, prévus pour ça. C'est ce que l'on appelle des blocs, des fonctions de motion control. Beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ben, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite.